Merci à vous tous qui nous rejoignez sur HK6 Télévision dans votre magazine Diagnostic. Aujourd'hui particulièrement, nous allons vous parler du fonctionnement des services des urgences. Vous le savez comme nous, les grands hôpitaux à travers le monde possèdent un service appelé le service des urgences. Nous allons chercher à comprendre c'est quoi ce service et de quelle manière les choses se déroulent là-bas. Bienvenue à tous. Nous sommes déjà en pleine émission. Notre invité s'appelle Dr Karl Rivin Itekefefe. C'est avec lui que nous allons essayer de parler du fonctionnement des services des urgences. Docteur, merci de nous accorder cette interview. Merci madame. Docteur, d'entrée de jeu, pouvons-nous savoir pourquoi il faut un service des urgences dans un hôpital? Ok, merci madame. La médecine d'urgence, je dirais bien la médecine d'urgence et des catastrophes. C'est une médecine, une science aussi vieille que le monde, oui. Anciennement appelée oxyologie. Donc, tel que vous l'avez qualifié, c'est une branche de la médecine qui essaye de gérer différentes détresses qu'amène un patient à l'hôpital. Et si l'histoire est très bien connue, on est passé par plusieurs péripéties. On a parlé du sécourisme, il y a eu des implications de la Croix-Rouge, mais reconnaissons quand même que c'est la France, ainsi que le reste de l'Union européenne, qui a pu révolutionner cette science. Alors, elle se pratique en extra-hospitalier, tout comme en intra-hospitalier. Oui. En extra-hospitalier, il s'agit par exemple d'aller au secours des patients qui sont en détresse. En détresse, oui. C'est aussi la médecine de catastrophe. Docteur Fefe, vous êtes urgentiste. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les soins particuliers qu'on peut recevoir au service des urgences qu'on ne peut pas recevoir ailleurs? Merci beaucoup, madame. Nous sommes à l'heure de la nouvelle technologie et nous pensons que pour le moment, nous sommes de moins en moins complexés par rapport à l'Occident ou d'autres pays africains qui sont vraiment avancés en médecine d'urgence. C'est que les soins aujourd'hui sont administrés en fonction des types de détresse ou des défaillances qu'amène le patient. Mais ce qui est plus intéressant ici chez nous, c'est que nous sommes vraiment équipés pour prendre en charge les détresses neurologiques, les détresses respiratoires, les détresses cardiovasculaires et tant soit peu les détresses rénaux-métaboliques. Et parlant de toutes ces détresses, c'est que pour les détresses neurologiques, nous recevons beaucoup plus des cas d'AVC, d'autres urgences neurologiques telles que des états de mal épileptiques, des états de mal convulsifs. Nous recevons des traumatisés crâniens ou crânioencéphaliques graves, voire même certains avec des traumatismes du rachis. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tout le nécessaire pour assurer une neuroréanimation. Et là, il y a des médicaments qu'on peut utiliser pour diminuer la pression dans la tête, pour arrêter le saignement, pour essayer de mesurer différentes pressions au niveau de la tête, voire même l'activité métabolique au niveau du cerveau, par une électrode qu'on appelle l'électrode de Clark. Et de là, il y a d'autres problèmes périphériques qui peuvent avoir des répercussions sur le métabolisme cérébral, la régulation du débit sanguin du cerveau. Et à cela, il y a plusieurs drogues ou plusieurs matériels d'assistance que nous possédons pour gérer les détresses neurologiques. Et combien de temps un malade est censé durer au service des urgences? Oui, la durée, comme je l'ai dit, il y a deux circuits. Il y a un circuit qui est tout à fait régulier et des circuits pour des malades très très graves. C'est notamment le chocage. Donc, logiquement, c'est 4 heures. Mais
avant ces 4 heures, si nous arrivons à checker correctement le malade, à le conditionner et absolument nous savons qu'il doit être hospitalisé, en hospitalisation régulière ou en réanimation, on ne peut pas attendre les 4 heures. Donc on va terminer juste le déchocage. Le malade est très bien conditionné, on lui administre les premiers soins parce qu'en médecine d'urgence, on doit obéir à un principe qui dit qu'on ne transporte pas un malade instable. Donc quand il arrive, comme je vous ai dit, il y a cette possibilité avec notre ambulance d'aller sur les lieux, on stabilise parce que madame, croyez-moi, ce qui dégrade aussi l'état de nos malades, c'est de la manière dont on les amène à l'hôpital. Certains viennent par moto, taxi, ainsi de suite. Il y a d'autres qui devaient peut-être nécessiter de l'oxygène déjà depuis le domicile. Voilà un peu les ratés que nous avons. Donc, mais quand le malade est très bien conditionné, dans moins de 4 heures, nous devons déjà dégager des orientations, soit l'hospitaliser, en hospitalisation régulière, en réanimation, ou il peut rentrer à la maison si toutes les stabilités sont rétablies. Et docteur, quand savoir qu'il faut aller aux urgences? Est-ce que c'est seulement les patients qui viennent en ambulance ou les patients qui viennent avec leur transport normal? Et quand est-ce qu'on décide de l'endroit où le patient doit être conduit? Parce qu'il y a certains patients qui sont gravement malades mais qui viennent d'abord à la salle de consultation. Et c'est quelle personne qui décide de l'endroit où le patient doit être conduit? Merci bien madame. Et je pense que en tant qu'agent de développement, nous sommes en train d'encourager ce genre d'émissions parce qu'ailleurs, il y a des séances d'information, d'éducation et de communication pour apprendre carrément à tout le monde, je dis bien à tout le monde, de reconnaître quelques signes de détresse. Là, partant d'un domicile, un membre de la famille, je dirais un voisin, un enfant, un frère qui présente des malaises, qui soient inhabituels, ou qui voit son état se détériorer de façon brutale et très souvent inopinée, on ne doit pas perdre du temps. Il faut orienter ces malades vers des structures sanitaires justement qui disposent des services des urgences. Les transferts aussi existent et vous avez bel et bien raison. Tous les hôpitaux, toutes les structures devaient disposer des protocoles de triage. Parce que le triage permet à tout praticien de prédire un niveau de gravité donné et il voit en fonction de sa logistique, s'il ne sera pas à mesure, il doit transférer ou référer ces malades. Donc, en résumé, les malades qui doivent passer par des urgences, vous avez dit des malades graves, oui, mais c'est quoi un malade grave? C'est un malade dont un organe noble est touché, on a dit de façon brutale et inopinée et qui met en jeu le pronostic vital. Donc, laquelle détresse peut emporter ce malade dans peu de temps. J'ai parlé des 3 grands organes nobles ici, c'est le cerveau, les poumons, les cœurs. Mais accessoirement, il y a tout le système rénal, métabolique qui s'associe. Donc un patient, un compatriote qui présente subitement une détérioration au moins de ces 3 organes, et les questions sont très simples. Par moment, quand les ambulances nous contactent, ou quand on veut nous référer un malade, nos questions tournent autour de ces 3 organes, parce que le temps, c'est de l'or aux urgences. Et il ne faut pas qu'on soit submergé par moment comme il nous arrive ici. Un lundi, vous avez plus de 15 urgences qui arrivent au même moment, ou pratiquement les avant-midi. On veut commencer déjà ce triage depuis la maison. Est-ce que le malade respire correctement? Si on vous dit qu'il a du mal à respirer, il ne respire pas correctement, vous voyez déjà qu'il y a une détresse respiratoire. Et si ceux qui sont à ses côtés sont avisés, on demande si le cœur bat. Est-ce que son cœur bat? Si ça ne bat pas, voilà, on voit qu'il y a des défaillances circulatoires, cardio-circulatoires. Est-ce qu'il est conscient? Et la conscience, ce n'est pas seulement un malade qui regarde. Oui. Il doit ouvrir les yeux, il doit parler et il doit exécuter certains ordres pour voir ou évaluer sa motricité.
Donc tous ces éléments déjà, et en même temps, ça nous permet de préparer des matériels déjà adéquats pour assister ces malades qui sont en train de venir. Par moment même, on peut dicter certaines mesures que l'entourage peut exécuter déjà le temps que le secours arrive. C'est un peu ce mode de fonctionnement que nous avons, et nous mettons beaucoup d'emphase sur la médecine d'urgence extra-hospitalière parce que ça permet de réduire cette morbimortalité aux urgences liée à des mauvais transferts, liée à des mauvaises orientations. Et c'est ça notre combat d'ailleurs pour cette année qui commence, voir comment bien orienter les malades dans des services d'urgence appropriés afin justement de diminuer ce retard, ce retard de prise en charge ou ce long moment qu'on passe et après nous regrettons. Docteur Féfé, nous sommes dans un centre de référence. Pourriez-vous nous dire, quand vous recevez un malade dans un tableau presque sombre, qu'est-ce qui s'est fait exactement ici au Centre Médical Diamant? Au Centre Médical Diamant, comme je le disais, il y a de la technologie et nous essayons d'abord de sensibiliser davantage, que ce soit le centre périphérique et même quelques structures partenaires, pour voir comment amplifier la communication afin de transférer les patients dans de bonnes conditions. Et on essaye de médicaliser tant soit peu nos ambulances pour que ceux qui ne sont pas en mesure de nous transférer les malades dans de très bonnes conditions, que notre équipe puisse aller les chercher et commencer déjà les soins depuis le domicile. Alors, les patients qui nous arrivent soudainement, il y a toute une organisation qui se passe ici. Nous avons différents codes d'alerte. Alors, l'agent de sécurité que vous avez vu à l'extérieur, il signale toujours parce que chaque jour, nous avons un infirmier commis à l'accueil des urgences. Il y a autant d'infirmiers qui sont là, il y a un qui est commis et qui est entraîné. Il a été capacité en médecine d'urgence à Tunis et qui essaie de former localement ou accompagner les autres. Alors cet infirmier va aller rapidement avec notre plan de triage. Nous avons deux protocoles de triage. Il y a le protocole canadien, il y a le protocole français, il y a l'autre de la Croix-Rouge. Il essaye de checker les trois organes pour ne pas désobéir au principe que je citais tout à l'heure, de l'accueil des urgences. Et en ce moment-là, lui, le temps qu'il parte, il y a le secrétariat qui déclenche ce qu'on appelle le code bleu. Nous avons un forum ici à Diamant des urgences. Donc, on décrit un peu, on vient d'amener à bord d'un taxi un patient qui présente ça. Et en ce moment-là, le médecin urgentiste se dépêche aussi, il va rencontrer l'infirmier commis à l'accueil des urgences. Et ensemble, ils voient comment transporter le malade vers la salle de déchocage. Parce que le transport, le comment, c'est une décision médicale. Donc ça se passe très rapidement là-bas. Et 24 heures sur 24, nous avons un médecin formé ou capacité quant à ce. Et une fois dans la salle de déchocage, nous commençons d'abord par mettre en condition le patient. Nous le monitorons, il y a le scope, les différentes machines qui sont là. On voit rapidement les paramètres vitaux et le médecin procède à un examen sommaire rapidement pour détecter les différentes détresses que présente le malade. Et à ce moment-là, c'est lui le chef d'orchestre et il dicte les différentes assistances. C'est lui qui dira d'oxygéner le malade, de placer les abords veineux, commencer à perfuser le malade, transfuser le malade, administrer telle drogue pour restaurer la circulation, pour baisser la pression artérielle, ainsi de suite. Et il y a un autre infirmier qui rédige, nous avons un grand tableau aux urgences, tout ce que le médecin est en train de dicter, et il le rédige sur le tableau synoptique,
Et à la fin, nous faisons l'inventaire. On voit ce qui devait être fait, si ça a été fait, si c'était écrit. Et le médecin maintenant oriente, décide de l'orientation du malade en fonction des différents problèmes. Je vous ai dit, les issues sont nombreuses. Le malade, le médecin peut décider que le malade retourne à la maison, qu'il a une hospitalisation ou aux soins intensifs en réanimation selon les problèmes posés. Et c'est vraiment de façon procédurale, algorithmique que nous le faisons ici chez Diamant. Il y a un autre élément que j'ai oublié. Automatiquement aujourd'hui, nous avons des tests toxicologiques capables de détecter au-delà de 92 toxiques. Donc systématiquement, quand un malade arrive en détresse, nous faisons aussi ces tests toxicologiques. Nous avons des infirmiers qui sont très bien rodés et même si nous avons un afflux massif des urgences, ils sont à mesure de faire des triages. Par exemple, 10 malades ou 15 qui arrivent dans moins de 6 heures au même moment. Ils sont vraiment formés pour trier et en ce moment-là, comme il n'y a pas beaucoup d'espace dans la salle de stockage, ces infirmiers ou d'autres médecins sont capables d'orienter directement les patients dans différents services et commencer déjà les soins appropriés. Et en ce moment-là, il y a toujours un référent en matière des urgences qui est là 24 heures sur 24. Docteur, pourriez-vous nous dire de quoi doit être composée une salle d'urgence en termes de matériel? Ok, merci madame. Comme je le disais, la médecine d'urgence, la médecine de catastrophe, c'est une médecine en plein essor, vraiment en plein essor, et on assiste à des innovations du jour au lendemain. Et c'est une exigence aujourd'hui technologique, justement s'inscrivant dans les normes internationales, et on n'a pas de choix et auquel nous devons nous plier. Donc ici, nous avions quand même exigé un minimum, et la médecine d'urgence, comme je vous ai dit, le socle aujourd'hui, c'est la médecine extra-hospitalière. Il faut avoir une ambulance médicalisée. Nous avons une ambulance médicalisée. L'ambulance médicalisée, ce n'est pas un véhicule avec gyrophare, c'est tout un arsenal partant d'un infirmier qui a été quand même capacité en ambulanciologie. Et il faut à bord, comme je vous ai dit, des infirmiers qui ont été quand même rodés, mais aussi un médecin. Et il faut avoir des matériels de déplacement des malades qui soient adaptés. Vous devez avoir des civières, des chaises roulantes. Vous devez avoir des matériels et dispositifs d'assistance ventilatoire, circulatoire. Je parle des respirateurs. Là, par exemple, nous avons un tout petit respirateur. Cette machine, c'est telle que vous la voyez, elle est très importante. Si un malade n'arrive pas à respirer, nous sommes à mesure d'introduire un tuyau dans ses voies respiratoires qui va passer par la trachée, et cette machine va l'aider à respirer le temps qu'on arrive à l'hôpital. Et vous voyez que nous disposons de cette machine dans la salle de déstockage parce qu'un malade peut arriver et qui ne respire pas correctement. Donc on peut l'assister. C'est miniaturisé. À l'époque, on avait de grosses machines, mais ça nous permet de gagner de l'espace, que ce soit dans l'ambulance et même dans la salle de déstockage. Pour des assistances circulatoires, le cœur peut arrêter de battre et on fait des massages cardiaques, mais le cœur ne reprend pas toujours de façon ordonnée. Le cœur reprend toujours de façon anarchique. C'est avec ce petit appareil qu'on appelle le défibrillateur qu'on essaye de régulariser le rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que le cœur s'arrête encore. Vous voyez qu'il y a des sources d'approvisionnement en oxygène. Nous avons des planches pour massage cardiaque. Nous avons des moniteurs, des surveillances avec possibilité de surveiller plusieurs paramètres à la fois. Il y a les drogues, il y a des perfusions, il y a tous les dispositifs d'assistance respiratoire, de prélèvement que nous avons dans cette salle de stockage, comme je vous l'ai dit. Et très souvent, les 2/3 des soins se passent ici. Le malade va souvent en salle ou en réanimation avec déjà
tous les traitements planifiés. Et comme vous avez vu, nous avons un système informatisé, quitte à ce que c'est lui qui rédige le rapport du malade, d'autres médecins au même moment puissent apporter leur contribution, expertise, parce que ici très souvent ce sont des urgences groupées. On peut avoir des avis d'un neurologue, d'un cardiologue, d'un gastro-entérologue, d'un chirurgien, et nous avons tous ces spécialistes qui sont des collaborateurs, et au même moment ils voient et nous envoient leurs inputs afin d'améliorer dans le délai le pronostic des patients. Docteur Féfé, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quel est le message que vous pouvez adresser à la population? Parce qu'il s'agit bien d'une émission de sensibilisation. Ça peut intéresser aussi le personnel médical. Quel est le message que vous avez à adresser à tous ceux-là qui nous suivent par rapport aux soins d'urgence? Le message est là, il est très fort. Et comme je l'ai dit, cette émission tombe à pic parce que nous sommes encore au début de l'année. Parce que l'année passée, les constats n'étaient pas très bien, surtout en ce qui concerne l'itinérance des patients qui nous arrivent ici au centre médical Diamant en urgence. Comme je l'ai dit, les patients nous arrivent dans des états très dégradés, tout simplement parce que leurs transferts, leurs références n'ont pas été très bien organisés. Et nous nous sommes dit, cette année, nous allons vraiment sensibiliser davantage pour que le personnel soignant, mais aussi toute la communauté comprenne que détecter très tôt les signes d'urgence, de détresse, de défaillance, les différents malaises que peut présenter un frère, un enfant, et une orientation rapide vers un service habilité à accueillir et à traiter les urgences réduirait, je dirais presque à 80% cette mortalité spécifique. Le deuxième message, c'est que il faut que nos populations arrivent à nous faire confiance. C'est vrai, 10 à 20 ans de cela, on n'avait pas tout l'arsenal. Et maintenant, il y a vraiment le nécessaire pour gérer les urgences. Il faut qu'ils nous fassent confiance. Ça ne sert à rien encore de courir en Afrique du Sud, en Zambie ou je ne sais où. Il faut nous orienter les malades à temps. Il y a cette possibilité aussi d'appeler. Et nous sommes en train de sensibiliser plusieurs structures parce que nous sommes déjà déçus qu'on disponibilise des numéros verts et accessibles 24 heures sur 24 heures pour que le médecin urgentiste soit joignable. Et il ne suffit pas seulement de recevoir les urgences, mais nous pouvons donner des orientations, ça et là, pour que ces transferts soient faits dans des conditions optimales. Donc, référez à temps, dans des bonnes conditions, et faites-nous confiance, parce que nous travaillons aussi sur la qualité, telle que vous avez vu notre arsenal, madame, et nous sommes déterminés à amener aussi cette autre médecine dans des normes qui soient obligées sur le plan international. Donc, à travers son service de médecine intensive, le centre médical Diamant vous offre un cadre agréable et nous pensons que nous sommes là à votre service, à votre écoute, et nous répondrons et serons toujours disposés à gérer toutes les détresses qui nous viendront à temps, j'insiste madame, et dans de bonnes conditions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Le plaisir était pour nous de vous savoir nombreux à suivre cette émission qui s'est attardée sur le fonctionnement d'un service des urgences. Nous vous remercions ainsi pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous disons également merci à la grande équipe qui a participé à la réussite de cette émission. Au revoir et à la prochaine.